Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'expliquer un petit peu brièvement la leçon sur le courant et la tension. On sait tous que les charges électriques se divisent en deux catégories, des charges négatives et des charges positives. Les objets peuvent échanger des charges. Ce phénomène s'appelle transfert de charge. Le transfert de charge entre deux corps se fait ou bien par frottement ou bien par simple contact. Supposons qu'un solide, un corps en général A, donne des électrons à un corps B. Dans ce cas, le corps A gagne une charge positive et le corps B gagne une charge négative. Il est clair que chacune des charges est proportionnelle à la charge élémentaire E. Le terme élémentaire signifie bien évidemment indivisible. Lorsque les charges électriques sont en mouvement, il engendre un phénomène. Ce phénomène est caractérisé par ce qu'on appelle un courant électrique. Dans les fils métalliques ou dans les métaux en général, ce sont les électrons qui transportent le courant électrique. Ils partent généralement de la borne positive du générateur vers la borne négative de ce générateur. En effet, les métaux possèdent des électrons libres qui peuvent se déplacer. Dans les solutions électrolytiques, on constate qu'il y a des ions négatifs et des ions positifs. Ils permettent le déplacement du courant ou bien la circulation du courant grâce à leur déplacement dans une solution ou dans la solution. Considérons un montage électrique simple constitué d'un générateur, d'un électrolyseur et d'un fil de cuivre. Lorsque l'interrupteur est ouvert, il n'y a pas de courant. Microscopiquement, on constate que les électrons circulent dans toutes les directions et ne possèdent aucune direction privilégiée. Ici, dans la cuve, on voit les particules d'eau en agitation thermique avec les ions chlorure ainsi que les ions sodium et les ions chlorure. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant électrique circule dans le circuit et on constate que les électrons du métal possèdent maintenant un mouvement bien ordonné à eux et qui va à l'opposé du sens du courant. Je ferme l'interrupteur, ils prennent leur mouvement hasardieux, je ferme l'interrupteur, je constate que les électrons possèdent un mouvement dont le sens est opposé à celui du courant. Voilà que je me répète. Tandis que dans la cuve, l'électrolyseur, les particules d'eau sont toujours en agitation quelconque, mais les charges négatives véhiculées par les ions chlorure partent dans le sens opposé à celui du courant. Tandis que les charges positives, les ions sodium, partent dans le sens conforme à celui du courant. On trouve dans la nature des corps qui sont isolants et d'autres qui conduisent l'électricité. La raison est très simple. Les objets qui conduisent l'électricité possèdent des charges libres, capables de se déplacer, et bien évidemment, ceux qui sont isolants n'en possèdent pas. Le sens conventionnel du courant, comme vous le savez, est défini comme sortant de la borne positive du générateur et entrant dans la borne négative du générateur. Ici, on représente le sens du courant, mais si on veut dire que c'est le courant qui est représenté, on doit obligatoirement écrire le symbole du courant tout près. Pourquoi a-t-on un courant électrique et qu'est-ce qui fait bouger les électrons ou bien les ions dans un sens ou dans l'autre? Pour répondre, on est obligé d'introduire la notion du potentiel. Le potentiel électrique peut être assimilé à un pouvoir caché dans une zone du circuit. Exemple, si on considère
le récipient, si on considère le récipient, ce récipient, rempli d'eau. L'eau ne part ni de A vers B, ni de B vers A. On peut imaginer que A possède le même pouvoir de pousser l'eau que celui de B. Nous allons appeler ce pouvoir le potentiel VA. Dans la partie électrique, le potentiel VA, il est égal au potentiel VB, ce qui fait qu'il n'y a aucun courant qui part de A vers B, ni de B vers A. Que se passe-t-il si on crée une différence de potentiel entre A et B? Autrement dit, si on élève le potentiel de A comparé à celui de B. Dans ce cas, l'eau circule du potentiel le plus élevé vers le potentiel le plus bas. Dans un circuit électrique, le rôle joué par le générateur ressemble exactement à ce qu'on avait fait au point A, puisque le point A est lié au potentiel le plus élevé, soit la borne positive du générateur, et le point B est lié à sa borne négative. On dira bien évidemment là aussi que le potentiel VA est supérieur à celui de VB. Donc le courant électrique va passer de A vers B à travers le dipôle D. Ainsi, on introduit la notion de tension. Une tension, c'est une différence de potentiel. Une tension entre deux points, donc, c'est une différence de potentiel entre ces deux points. Il faut bien remarquer la notation. En indice, je commence par la lettre A, puis la lettre B. Donc, dans la différence, j'utilise la lettre A, puis la lettre B, c'est-à-dire VA moins VB. Pour représenter la tension, on utilise une flèche en parallèle si vous voulez, mais pas tellement, en parallèle avec le dipôle, coincé entre A et B, tel que la pointe de la flèche indique le point A, c'est-à-dire la première lettre en indice. La tension est une grandeur algébrique à l'opposé du courant, comme ce qu'on va le voir. Alors, le UAB est égal à moins UBA. La démonstration est très facile. Il suffit d'exprimer UAB comme étant VA moins VB et mettre factorisé par ainsi moins. On aura moins VB moins VA. Ça veut dire tout simplement moins UBA. D'après ce que je viens de dire, la notion du potentiel, c'est une notion purement inventée par l'homme. Donc, c'est une manière de voir les choses. Et on cherchera bien évidemment l'origine des potentiels. On n'en trouvera pas. Donc, l'origine reste au choix. En général, on symbolise l'origine du potentiel, c'est-à-dire le potentiel nul, dans des circuits, en utilisant ce symbole. Ça s'appelle la masse. La différence de potentiel entre un point et une masse, c'est exactement le potentiel en ce point. Pour parler du courant, dans notre programme, il ne s'agira que du courant continu. Il doit garder le même sens et la même intensité. Microscopiquement, on peut expliquer le courant comme suit. Supposons qu'on a une partie d'un conducteur cylindrique, parcouru par un courant dans ce sens. Supposons que ce courant est créé par un ensemble de particules chargées, chacun d'entre elles porte la charge plus alpha. La charge de chacune d'entre elles est alpha fois E. Ces particules, lorsqu'elles se déplacent dans le tube, c'est-à-dire dans le fil conducteur, ils doivent traverser une surface de section S. Une section, c'est une surface obtenue après une coupure. Pendant la durée delta t, on a le nombre n de particules chargées qui ont traversé la surface S.
la charge électrique récoltée pendant cette durée, et Q égale le nombre n de particules multiplié par la charge de chacune d'elles. Supposons maintenant qu'on a des charges négatives. Ils se déplacent dans ce sens, donc ce qui est le sens opposé à celui du courant. Chacune d'entre elles porte la charge moins alpha fois E. Donc la charge électrique recueillie après le passage, après la durée delta t, est moins n alpha E. On définit la quantité d'électricité comme étant la valeur absolue de Q, c'est-à-dire n fois alpha fois E. Exemple de alpha, alpha est égal à 3 pour les ions ferriques. Le courant électrique est défini comme étant le rapport Q sur delta T. Si vous voulez, c'est le débit de charge électrique qui traverse la section S pendant la durée delta T. Ce n'est pas le débit des ions, c'est le débit des charges. L'unité du courant est l'ampère. Si Q est constante, la quantité d'électricité est constante, pendant la même durée, donc le rapport sera constant, ce qui veut dire que le courant est continu. Le courant étant une grandeur mesurable, pour faire, on peut utiliser des appareils numériques ou des appareils analogiques. Ici, on a des multimètres qui peuvent jouer même le rôle d'un voltmètre, d'un ohmmètre. Donc, la tension, elle aussi, peut être mesurée par le même type d'appareil. Pour le branchement d'un ampèremètre, il se branche en série dans le circuit de la branche dont on veut déterminer l'intensité. La manière est que le courant doit entrer par la borne plus de l'ampèremètre et sortir par sa borne moins. Il ne faut jamais dire la borne positive ni la borne négative parce que ça, plus et moins, sont des symboles. Ce ne sont pas des pôles. Pour la tension, UAB par exemple, supposons qu'on veut mesurer la tension UAB, on doit repérer le point B pour y brancher le voltmètre par son entrée plus. La deuxième lettre correspond au branchement de la borne moins. En fait, le voltmètre ne peut mesurer que la tension U plus moins. Donc pour avoir la tension UAB, il faut brancher le plus avec A et le moins avec B. Dans ce cas, on a voulu mesurer la tension UBA, on a branché le plus avec B. Un appareil à aiguille, que ce soit un ampèremètre ou bien un voltmètre, est constitué des éléments présentés ici. La borne plus, la borne moins, le cadran, les graduations, il y en a deux ici, de 0 à 100 et de 0 à 30. Il y a l'aiguille et le bouton de sélection du calibre. Il y a le bouton de sélection du type de courant mesuré et la classe de l'appareil. La classe de l'appareil, elle est donnée par les ingénieurs qui ont conçu l'appareil. Le calibre, quant à lui, il correspond à la valeur de l'intensité du courant ou bien de la tension qui correspond à la graduation maximale. Si
On utilisait, par exemple, le calibre 0,1, il vaut mieux faire la lecture sur la graduation de 0 à 100. Si on utilise un calibre comportant le chiffre 3, il vaut mieux faire la lecture de 0 à 30. La valeur du courant est déduite en utilisant cette formule que vous connaissez bien d'ailleurs. Pour le courant, c'est le calibre fois le nombre n, le nombre de graduations indiqué par l'aiguille, sur n0, c'est le nombre de graduations à quoi correspond le calibre. Idem pour la tension, c'est absolument la même formule. La nouveauté cette année est la notion d'incertitude sur une mesure. Comme vous le savez très bien, on ne peut jamais avoir une mesure précise. On a donc un intervalle d'incertitude qui doit être plus ou moins acceptable. Ici, je me suis trompé, j'ai mis un UAB, mais c'est I. Donc, la formule, c'est la classe fois calibre sur 100. Pour les deux, la tension et le courant. On présente le résultat sous forme d'un encadrement. On prend la valeur obtenue par la mesure, c'est la valeur X. On lui retranche l'incertitude absolue, donc ça fera la borne inférieure de l'intervalle, et on lui rajoute la valeur calculée, et ça fera la valeur optimale, maximale de la mesure. De même pour la tension. Dans cet exemple, on constate que si on utilise le calibre 0,1, l'aiguille dépasse. Donc ça, c'est un calibre non adéquat. Le calibre 0,3 permet d'atteindre le maximum de déviation sans quitter le cadran. Le calibre C1 peut servir, mais on reste toujours à l'étroit. Donc, le calibre le plus convenable, c'est C2. En utilisant la formule, avec n égale 24, n0 c'est 30. Pourquoi? Parce que le calibre c'est 0,3. On aura la valeur expérimentale du courant, c'est 0,24 ampères. En utilisant la formule de delta I, on peut calculer l'incertitude absolue pour avoir delta I, c'est 0,05 ampères. Pour déterminer l'encadrement de la valeur I, on aura I est compris entre 0,235 ampères et 0,245 ampères. La précision sur la mesure, j'ai oublié de la mentionner sur le manuscrit, mais c'est pas grave. L'incertitude relative ou la précision est définie par le rapport delta I sur I pour le courant et delta U sur U pour la tension. Pour les appareils digitales, automatiquement, on peut lire les valeurs expérimentales sur les cadrans. C'est une lecture directe. La formule qui donne l'incertitude absolue est définie par les formules. Delta I, c'est 1% multiplié par la valeur expérimentale obtenue plus 1 UR. Pour la tension, c'est 1% de la valeur plus 1 UR. Alors, le 1%, c'est pas toujours garanti. Ça dépend bien sûr du fabricant de l'appareil. Le 1 UR, c'est tout simplement une valeur obtenue en remplaçant toutes les valeurs numériques par 0, sauf le dernier chiffre significatif qu'on remplace par 1, comme dans l'exemple. Le 1% multiplié par la valeur obtenue, plus 0,01. Ça nous donne l'encadrement de la valeur. Sur ceci, on se quitte et on se donne rendez-vous
pour la deuxième partie.